Je suis ravie de vous voir ou vous retrouver pour, ce nouvel atelier de la Factory Usage Data et IA. Je vais laisser la parole à un, de mes super copilotes pour faire, l'introduction et puis, ensuite on rentrera dans le vif du sujet, donc Gaëlle, je te laisse la parole et puis je passe les petits slides. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Donc moi c'est Gaël, je suis un des copilotes de cette factory et également président de la société Data Sulting à Montpellier. Donc aujourd'hui on va parler de nos sujets de préoccupation que sont les usages de la data et de l'intelligence artificielle, mais sous un angle qu'on a souhaité un petit peu plus engagé, j'allais dire, puisqu'on s'intéresse à l'impact de ces usages et notamment les impacts environnementaux et les préoccupations qu'on peut avoir sur le développement des IA et notamment l'approche éco-responsable qu'on pourrait avoir sur cette thématique-là. C'est pour ça qu'on a fait venir aujourd'hui trois intervenants qui vont permettre de parcourir le sujet avec un angle. Alors, j'ai pas tous les noms face aux yeux, mais Michel qui interviendra. Alors, je présente peut-être la Factory avant, mais je voulais juste donner les noms des intervenants. Donc, Michel Robert, qui est le directeur du CINES, qui est un super calculateur qui est basé à Montpellier, et donc qui, lui, a cette vision de comment on fait tourner ces intelligences artificielles et qu'est-ce que ça consomme, comment ça marche, et qui a une bonne vision de l'impact des usages. Gilles Malpart, qui a lui-même une société spécialisée dans alors notamment l'impact RSE des sujets IoT et qui aide les entreprises à réfléchir aux usages de l'IoT et voir ce que ça consomme et comment faire ça de manière responsable et éthique. Mais je laisserai Gilles en parler, il en parlera mieux que moi. Et Luc, qui investigue depuis des années les sujets d'intelligence artificielle et notamment l'IA générative. En ce moment, c'est son principal sujet de préoccupation et donc il pourrait également nous faire un bon retour sur ce sujet. Voilà pour les intervenants. Du coup, je te propose de revenir en arrière, Mathilde, pour que je puisse présenter la facto rapidement. Donc, il y en a qui nous connaissent déjà parce qu'ils sont adhérents Digital 113. Après, il y a peut-être des petits nouveaux ou des futurs petits nouveaux qui souhaitent adhérer. Donc, en fait, il faut savoir que la factory valorisation des données et usage de l'intelligence artificielle, en fait, on a fédéré plusieurs chefs d'entreprise, dont je fais partie, qui sont copilotes de cette factory. Donc, on a également Magali Germont, qui est aussi présente dans cette factory. On a Simon Bretin, qui est également présent, et puis Jean-Louis Freyss et Marie Saunier, qui ne sont, je crois, pas là aujourd'hui, mais qui sont également copilotes, c'est-à-dire qui nous aident à faire vivre les contenus Si que Marie nous... est là! Ah, elle est là, pardon, je t'avais pas vu, Marie, mais je t'entends. On ne me voit pas beaucoup, mais je suis là. Et donc, qui nous aident à faire vivre les contenus de cette factory avec chacun leur ADN et leurs préoccupations. Voilà. Donc nous, l'enjeu et ce qu'on souhaite partager, hein, c'est d'une part permettre aux entreprises qui s'intéressent à ces sujets d'IA et de valorisation des données d'avoir des contenus qui peuvent leur permettre d'avancer, de grandir sur ces thématiques. C'est aussi de recenser, de nous entourer des entreprises de la région qui évoluent sur ces sujets pour la logique de l'écosystème et de fédérer nos connaissances nous permettre d'avancer tous ensemble. Et puis, bien entendu, de sensibiliser le plus grand nombre à ces usages et ces enjeux autour de l'exploitation des données et de l'IA. Alors, pour revenir sur l'historique, hein, ça a été lancé en 2017, mais je vais peut-être pas vous faire tout le parcours historique. Généralement, le format, c'est plutôt le mardi ou le jeudi, entre midi et 2 heures. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend un petit peu du contenu et de la manière dont on veut le dérouler. Les prochains ateliers, donc il y en a un en avril. Donc là, on reprendra. Donc, vous l'avez compris, la thématique de notre premier semestre va plutôt être orientée responsabilité sociétale et environnementale autour de nos thématiques de l'IA et de la data. Donc le prochain, ça sera en avril. Et là, ça sera comment la donnée et ou les sujets d'IA peuvent aider des départements RSE dans des grandes entreprises ou des entreprises qui ont volonté d'avoir un impact sociétal ou environnemental fort, comment ces usages peuvent les aider, eux, dans leur métier. Et là, on aura des retours d'expérience d'entreprises qui pratiquent cet usage des données pour valoriser l'impact carbone, etc., etc. Et puis, la dernière session qui aura lieu, alors dis-moi Mathilde si je me trompe, mais on est plutôt sur le mois de juin. Le 11 juin, en effet. Le 11 juin, et donc là, on sera sur l'éthique des algorithmes, et si je ne m'abuse, ce sera plutôt porté par Magali, ce sujet-là, avec des Tout à retours fait, d'expérience absolument. concrets également sur le sujet.
Alors, avant de démarrer c'est la session du jour, on voulait vous partager quelques chiffres. Alors, on a un observatoire de la maturité data qu'on fait vivre. Donc, c'est une enquête qu'on mène auprès de PME et d'ETI à l'échelle nationale chaque année. Et on pose un certain nombre de questions sur les usages de la donnée. Et dans cette enquête, on a pu voir dans les préoccupations, les intérêts des répondants, que le sujet de l'éthique des données et du numérique responsable prenait de plus en plus de place. Je crois que la première année, en répondant, devait avoir 12 à 13% des répondants qui s'étaient positionnés sur ce sujet. Là, on est quasiment à un tiers de la population de répondants qui se préoccupe de ce sujet. C'est pour ça qu'on vous délivre du contenu qui va dans cette direction-là. Et pour autant, derrière, quand on voit ce qui est fait dans les faits, autour de ces sujets de responsabilité et d'éthique, notamment autour de l'IA, il y a encore du travail à faire, puisque là, dans la question qu'on posait, avez-vous engagé des actions visant à exploiter les données de manière éthique et responsable? 38% disaient non, 10% je ne sais pas, donc bon, ils n'étaient pas forcément au courant. Non, mais c'est en projet. Ah, on commence à s'intéresser, et donc un petit peu moins de 30%, oui, qui avaient commencé à regarder ça. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'échanger sur le sujet, de voir ce qui se fait, de voir les enjeux et puis de voir quelles sont les actions, les retours d'expérience des entreprises sur cette thématique. Moi, je On pense va que, laisser la parole à ouais, Fanny, voilà, voilà on va pour. laisser la parole à Fanny. Oui, juste rapidement, parce que donc cet atelier est ouvert aussi à tout le monde, parce que donc la factory numérique responsable et durable l'est, et donc on apprécie beaucoup que vous ayez accepté de le faire en collaboration avec nous. Donc simplement pour présenter rapidement la factory, donc nous on réalise à peu près un atelier ou une action par trimestre, et sur le premier trimestre de 2024, on a notamment une action de sensibilisation et de communication sur le Digital Cleanup Day qui sera donc début du mois de mars, donc que vous verrez passer sur nos réseaux. Cette factory, comme je disais, est ouverte à tous, et donc on a donc deux pilotes, dont Ronnie Garcia qui est connecté, et Catherine Thius, et on a plus de 30 membres qui sont dans cette factory, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez la rejoindre. Comme gros événement qu'on a notamment, c'est le Green IT Day, que je pense certains d'entre vous connaissent, et on fête cette année donc les 10 ans. Donc, vous pouvez déjà save the date le 3 octobre à Montpellier et le 4 octobre à Toulouse. Merci Fanny. Bah, je propose qu'on Donc, ben, on va enchaîne passer directement, mais je te laisse la parole, voilà. Mathilde, du coup, pour lancer le. Donc, les intervenants ont été présentés. Donc, on va lancer la thématique du jour, donc qui est Data IA et éco-responsabilité. Est-ce compatible? Mais avant de laisser la parole à Luc, petite surprise, du coup, il va y avoir un petit quiz interactif mené par Gilo en fin d'atelier. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et donc, si vous voulez d'ores et déjà scanner le QR code, c'est possible. Et puis bon, on le remettra à disposition quand ce sera le moment de jouer, mais en tout cas, gardez vos téléphones pas très loin. Luc, je te Ouais, libère l'écran. ça roule. Merci Mathilde. Hop, Et clac, clouc. et je te laisse la parole pour une dizaine de minutes. Vous voyez bien mon écran? Impec. Ok. Donc pour 10 minutes, là, l'idée, ça va être de vous présenter quelques définitions, faire un petit peu un état des lieux. Donc ça sera un rappel peut-être pour certains, mais pour d'autres, ça sera l'occasion d'être embarqué sur la thématique et faciliter les échanges ensuite avec Michel et Gilot. Donc on y go avec les définitions. On sort notre bon vieux Larousse, qui définit la frugalité comme étant quelque chose qui se nourrit de peu, qui vit de manière simple. Donc, sur la base de cette définition, on peut dire que l'IA frugale, c'est un système d'IA qui, tout au long de son cycle de vie, est peu consommateur de ressources. Je reviendrai sur les termes cycle de vie et ressources qui sont assez importants. Mais quand on parle d'IA frugale, on parle aussi d'IA sobre. Donc, ça inclut pas que la technologie l'IA sobre, ça inclut aussi, vous voyez, les petites mains là sur les téléphones, c'est nous, hein. C'est tous nos usages aujourd'hui du numérique qu'il faut bien entendu le faire de façon la plus sobre possible. On connaît tous l'effet pervers, je dirais, de l'effet rebond. C'est pas parce qu'on va arriver à frugaliser nos IA qu'il va falloir les utiliser davantage à outrance. Donc, cette prise de conscience, au final, est tout aussi importante, si ce n'est plus même, que les avancées technologiques dont on va vous partager aujourd'hui pour frugaliser les IA. Autre parenthèse, quand on parle d'IA frugale, on parle aussi de Green AI pour IA verte. On marie souvent ce terme avec un autre terme qui est AI for Green, mais qui est différent, mais tout aussi intéressant.
et qui, lui, porte plus sur les cas d'usage où on va utiliser de l'IA dans l'entreprise, notamment pour des bienfaits autour du développement durable ou pour décarboniser carrément une industrie. Alors, je vous montre deux cas d'usage pour bien illustrer ça. Un toulousain avec Open Airlines qui accompagne aujourd'hui les entreprises, les compagnies aériennes pour réduire leur impact sur l'environnement. Concrètement, comment? En faisant de la maintenance prédictive sur leur avion, en essayant de détecter la détérioration de ceux-ci. Parce qu'on le sait, plus un avion vieillit, plus il va se détériorer, plus il va consommer de kérosène et plus il va polluer. Du coup, via leur IA, aujourd'hui, concrètement, ils ont été capables d'économiser l'équivalent du CO2 émis par le parc automobile toulousain, ce qui n'est pas des moindres. Un autre exemple avec AI Cargo, c'est la capacité de pouvoir, via leur IA, détecter des aberrations, comme vous le voyez là sur la carte de France. Aujourd'hui, il y a plein de camions qui vont d'une zone A à une zone B pour transporter des marchandises. Et l'idée derrière, avec leur IA, c'est justement détecter ça et de proposer du covoiturage, on va dire, pour les marchandises à travers une ligne ferroviaire et éviter ainsi que chaque camion fasse le trajet zone A, zone B. Donc, quand on parle de Grain AI ou AI for Green, on parle aussi du concept grec de pharmacon, poison et remède à la fois, hein. On va le voir, l'IA dans son cycle de vie, malheureusement, c'est un poison pour la planète, hein. Mais ça peut aussi, on vient de le voir là, avec ces deux cas d'usage, un remède. Donc, tout est une question de dosage de ce poison. Si je me concentre donc sur les termes cycle de vie et ressources, c'est assez explicite là dans cette illustration, hein. Quand on veut fabriquer un data center, un ordinateur, un téléphone, on va passer malheureusement par toutes ces étapes de cycle de vie qui vont chacune avoir un impact négatif sur la planète. C'est mes petits éclairs que vous voyez là. Impact donc en termes de ressources, hein. Si je prends l'extraction des minerais rares, oui, ça va contribuer à l'épuisement des ressources abiotiques, c'est-à-dire des ressources qui sont difficilement, voire non renouvelables. C'est une étape où on va aussi contribuer à l'émission des gaz à effet de serre, hein, comme dans toutes les étapes du cycle de vie. Pour la fabrication, on va utiliser des produits chimiques qui, une fois reversés dans la nature, vont contribuer à l'écotoxicité. On va ensuite transporter tout ça jusqu'à chez nous, dans les data centers notamment. Ces derniers, on sait, sont très énergivores, ils chauffent beaucoup. On a du coup besoin d'eau douce pour les refroidir. Et enfin, se pose la question dans la fin de vie sur le recyclage. Pour faire simple, pour synthétiser, les deux gros postes aujourd'hui, en termes d'impact négatif, c'est la fabrication et l'usage. Le transport et la fin de vie restent minoritaires. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur précis sur l'impact environnemental de l'IA. Il faut remonter un cran au-dessus, hein, aller sur vraiment le numérique au sens large, hein. On parle de Green IT, qui englobe l'IA, mais aussi d'autres applications du numérique. Et là, on a une asso du même nom qui a publié une étude célèbre il y a quelques années sur l'impact justement du numérique sur l'environnement. Il y a plein de données dedans, hein. Là, je vous en donne une, mais je pourrais plus parler de la consommation d'eau douce, de l'écocité, mais je vais faire simple avec les émissions de gaz à effet de serre, hein. Donc ça, c'est en 2019. Le numérique, au niveau mondial, il contribue à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Pour 2025, on se projette sur 5,6%. Qu'est-ce que c'est 4%? C'est 3 fois plus que ce qu'émet aujourd'hui la France dans ces gaz à effet de serre, hein. Donc c'est comme si le numérique était un pays 3 fois plus grand que la France au niveau mondial. Au niveau France, l'ARCEP nous dit que le numérique contribue chez nous à 2,5% de nos émissions de gaz à effet de serre, hein, en incluant notamment les importations. Et si je regarde du coup le triptyque produit utilisateur, data center et réseau, le poste qui a le plus d'impact négatif, c'est celui des utilisateurs. Et si je me focalise un peu plus sur ce poste-là, on se rend compte que c'est au niveau de la fabrication de nos équipements numériques, 78%, hein, contre 22% sur l'usage. On verra que pour les data centers, c'est l'inverse, hein. Michel pourra peut-être nous en parler davantage. 70%, donc c'est beaucoup. Alors, en 2019, quand l'étude a été faite, on était à 8 équipements numériques par habitant. On prévoit en 2025 de multiplier par 2, donc 16 équipements numériques par habitant. Ça a été pas mal boosté, notamment par les objets connectés, qui alimentent aussi en data l'IA, forcément. Dans l'entreprise, bien entendu, la recommandation, vous vous en doutez, c'est de limiter le renouvellement de son parc informatique, hein, de prolonger la durée de vie de son matériel, éviter éventuellement un troisième écran. Si on est sur 2 écrans, privilégier la technologie LCD à la technologie LED. Voilà, il y a des outils très simples d'utilisation, EcoDiac par exemple, c'est gratuit. Vous pouvez évaluer avec ça, en remplissant différents champs, l'empreinte carbone, tant sur la fabrication que sur la consommation à l'année de votre parc informatique. Et voilà. Voilà.
Si. Si, il y a peut-être Henri, mettre en mute, Micro, pardon. Ah, ça, parce que Sur notamment la Henri, je partie pense qu'on vous attend. ça. sur la partie utilisation, qui est donc le deuxième poste, on l'a vu sur l'impact autour de la planète. Quand on parle d'IA, on parle souvent de deux momentum, deux phases. Il y a la phase d'apprentissage, d'entraînement du modèle d'IA et la phase d'inférence où on va utiliser cette IA. Hein. Là où ça chauffe le plus au niveau des équipements, c'est surtout sur les data centers. Hein. Même quand on est sur un téléphone, sur Google ou sur ChatGPT, ben, c'est au niveau du data center que ça chauffe. GPT-3, par exemple, qui est pas le dernier modèle, hein, mais, voilà, on est au GPT-4 aujourd'hui, hein. Il a fallu malheureusement pour l'entraîner émettre l'équivalent de ce que vous auriez émis avec votre voiture en faisant 20 fois le tour du monde et claquer au passage 100 000 euros de budget d'essence à 1,9 € le litre. Mais quand on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT, eh ben, la phase d'inférence, au final, est encore plus émettrice de gaz à effet de serre, malheureusement, que la phase d'apprentissage. Alors d'habitude, c'est l'inverse, c'est souvent l'inverse. Hein. La phase d'apprentissage est quand même la plus impactante. Et c'est sur celle-ci qu'on a tendance à le plus se concentrer. Je fais une petite parenthèse, il y a l'AFNOR qui, du coup, dans le cadre de la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle, à la demande de la Cour des comptes, qui est en train là de travailler pour les 4-5 mois à venir sur justement un guide des bonnes pratiques sur l'IA frugale. Elle est en train donc de rédiger ce qu'on appelle une spec AFNOR à travers 3 groupes de travail. Hein. Ça a été lancé hier. Gilot et moi-même, on participe notamment à ces groupes de travail. Un premier groupe pour essayer de définir, donner des terminologies sur ce qu'est l'IA frugale. Alors, la définition que je vais donner, elle est correcte, hein, mais bon, voilà, elle va être quand même challengée. Deuxième groupe de travail pour identifier justement les indicateurs sur comment on peut évaluer l'impact environnemental de l'IA. Et un troisième qui est très intéressant, qui est vraiment quelles sont les bonnes pratiques que je peux donner aux entreprises qui font de l'IA pour faire de l'IA frugale. Et sur ce dernier point, je vais finir par vous donner 3 petites justement bonnes pratiques pour illustrer ce qu'on peut s'attendre à trouver dans cette fameuse spec AFNOR. Mais qu'est-ce qu'une spec AFNOR, me demanderez-vous peut-être? C'est un premier document qui vise à ouvrir après une norme, idéalement européenne, voire internationale, hein, qui, elle, va prendre 2 à 3 ans, un peu à l'image du RGPD à l'époque ou de l'IA Act, hein, voire même une certification. On essaye en France d'être assez pushy sur le sujet. On essaie de vite sortir de cette spec pour être les premiers justement à prendre parole sur le sujet, parce qu'on est bien positionné hein, sur la scène internationale. Donc, c'est un sujet à suivre de près. Et donc, je vais finir par 3 recos assez pratiques quand vous entraînez un modèle, donc sur la phase d'apprentissage. Certains connaissent peut-être cette bonne pratique-là, mais quand vous entraînez votre modèle sur un data center, vous avez souvent le choix de la région. Et bien, la bonne pratique, c'est de choisir une région avec un bon mix énergétique en termes d'énergie renouvelable. Hein. Par exemple, au lieu de choisir l'Allemagne ou l'Angleterre, d'aller taper directement dans le Canada. En faisant ça, vous allez juste en un clic hein, faire une économie de plus de 3000% sur votre empreinte carbone. Hein. La France est quand même très bien positionnée. Michel pourra encore nous en parler tout à l'heure. Hein. Mais les Canadiens sont très forts. Ils chauffent notamment, j'ai appris, des établissements seniors avec des data centers. Sur la partie entraînement, une bonne reco, c'est aussi aujourd'hui, il y a énormément de modèles pré-entraînés qui existent. Hein. Sur GameFace, c'est presque 1,5 million. Donc la bonne pratique, c'est pas de refaire la roue, c'est de prendre des modèles qui existent déjà, faire de l'apprentissage par transfert, fine-tuner un modèle pour éviter de polluer inutilement en repartant de zéro. Et une dernière reco, souvent aussi qu'on fixe, c'est de ne pas tout de suite se fixer des performances très élevées, mais d'essayer de les atteindre, hein, bien entendu, dans l'apprentissage, mais par itération, par cycle vraiment d'apprentissage. Et à chaque cycle d'apprentissage, de regarder où on en est dans la consommation, dans la pollution derrière. Et pour ça, il y a différents outils qui existent. Il y a un outil comme Keraflops qui permet d'anticiper, avant que je lance mon cycle d'apprentissage, combien, entre guillemets, je vais polluer. Il y en a un autre qui est plutôt en temps réel à la volée. C'est une librairie, un code carbone que je mets directement dans le code. Hein. Le cycle d'apprentissage pouvant durer plusieurs heures, je peux voir en temps réel où j'en suis. Et a posteriori, il y a cet outil canadien. Je dis, voilà, mon cycle il a duré, je sais pas, 20 heures. Combien j'ai pollué? Le gros dilemme, en fait, là-dedans, c'est de pouvoir faire le bon challenge entre, voilà, je sais que mon prochain cycle, il va me permettre de réduire de 3% mon taux d'erreur, mais en contrepartie, je vais doubler mon empreinte carbone. Donc peut-être que c'est le bon moment d'arrêter. Tant pis, j'aurai un truc un peu moins performant, mais j'aurais été économe en ressources. Voilà. Merci Luc. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les 3 présentations et qu'ensuite, vous puissiez poser les questions. Et si vraiment votre question ne peut pas attendre, utilisez le chat. Michel, je vous propose d'embrayer et de continuer votre présentation et je vous donne la parole pour 10 minutes.
Très bien. Vous m'entendez? On vous entend et on voit l'écran. Très bien. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je m'inscris en complément par rapport au premier exposé. Donc, je vais vous parler donc, des supercalculateurs. On va parler de calcul et données, puisque les enjeux pour l'IA portent aussi bien sur les enjeux de calcul et de données. Alors, tout d'abord, moi, effectivement, le CINES, qui est basé à Montpellier, c'est 40 ans d'histoire, basé essentiellement sur le calcul intensif, sur ensuite l'archivage pérenne des données, ce qui est un autre sujet, et l'hébergement de serveurs pour diverses institutions, donc publiques, en général organismes de recherche, etc. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a trois piliers et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de gros changements liés bien effectivement à la question des données pour l'IA, le calcul et tout ce qui va être donc les éléments associés. Voilà, donc un data center comme celui du CINES, eh bien, c'est d'abord au nord de Montpellier avec il faut quand même des lignes, je veux dire, jusqu'à 10 mégawatts hein, pour pouvoir. On est plutôt sur des consommations autour de 2 mégawatts sur l'ensemble des. Voilà, tout ce qui est sécurisé, puisqu'il faut prendre en compte ben, tout ce qui est énergie, 24 heures sur 24, tous les jours. Et évidemment, les aspects liés au refroidissement qui ont bien évolué, on va voir pourquoi. Et donc, les impacts environnementaux de toutes ces technologies. Donc ça, c'est le métier de base. Et historiquement, c'est important de le préciser, le calcul scientifique, ça a été, je dirais, jusqu'à présent, le moteur évident du développement des supercalculateurs, que ce soit pour les applications en chimie, en physique, en mécanique, mécanique des fluides, en géophysique, la climatologie, l'astrophysique. Voilà, donc les scientifiques et ceux qui utilisent des technologies à haut niveau, notamment dans les sciences de la Terre, ont besoin de calcul, donc ça, ce n'est pas nouveau. Et c'est ce qui a fait progresser les calculateurs, le HPC, la parallélisation, etc. etc. Et actuellement, effectivement, il y a un nouveau défi, c'est que l'arrivée de l'IA perturbe aussi la conception des machines, puisqu'évidemment, il y a un business énorme, plus important d'ailleurs que celui du HPC. Et voilà, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes composants, CPU, GPU. Et ça c'est quand même une interrogation. Donc, en France, au-delà des infrastructures privées, bien sûr, des GAFAM et des grands industriels, il y a 3 centres publics ouverts aux industriels, sous certaines conditions. Voilà, sous-entendu une forme de transparence sur ce qui est fait. Les 3 grands centres, c'est celui du CEA, donc, qui est actuellement à 10 pétaflops. Oui. Celui du IDRIS, qui est très réputé, Jean Zé, ce calculateur, puis ça a été le premier à pouvoir développer de l'IA de manière massive, et notamment des IA génératives. Et enfin, Adastra, qui est la machine la plus récente en France, qui est à 70 pétaflops, qui est donc ben, la machine la plus puissante actuellement et qui s'inscrit aussi dans les défis liés à l'IA. Donc, ces 3 centres sont aussi, j'ai mis 2 étoiles sur Barcelone et sur Bologne, où il y a des calculateurs aussi très avancés actuellement dans des optiques européennes, vu le coût des investissements. Donc, pour citer ce qui est Adastra aujourd'hui, c'est une machine donc, avec donc des processeurs GPU, CPU, AMD, une articulation originale avec Cray pour toutes les communications, et enfin donc le vendeur c'est HPE, donc Hewlett Packard Enterprise. Cette machine, c'est exactement la même que Frontier aux États-Unis, Lumi en Finlande. Donc Frontier, c'est la numéro 1 au monde, un hexaflop. Il y a beaucoup d'annonces actuellement en Europe sur des machines hexaflopiques. Il y en aura une en France en 2026 au CEA. Eh bien, les Américains annoncent, donc c'est déjà prêt, mais ils attendent le grand rendez-vous annuel de classement de machines. El Capitan, dont vous avez la photographie, c'est une machine qui sera directement à 2 hexaflops avec des nouveaux composants qui vont encore révolutionner l'IA, ce qu'on appelle les APU, qui mélangent des CPU et GPU. Donc voilà, donc il y a tout un business autour de ça et ces machines, donc, eh bien, elles ont un point commun, Frontier, El Capitan, Lumi et donc Adastra, c'est que c'est la même technologie qui est modulaire. Il suffit de rajouter des racks si on veut plus de puissance. Donc voici ce qu'est Adastra. Ben, ce qu'on voit, c'est à l'intérieur des lames de processeurs, donc c'est très dense, un rack c'est 4 tonnes, et un refroidissement par eau tiède
donc une eau qui arrive à 30-35 degrés et qui ressort avec 10 degrés de plus. Évidemment, cette eau, elle est récupérée pour chauffer des bâtiments. Voilà. Et de l'autre côté, on voit toute l'articulation, le vert bleu que vous voyez, c'est la fibre optique, avec évidemment toutes les mémoires associées. Donc, ces machines sont très denses, mais évidemment, la question des mémoires est aussi très importante. Et voilà un chiffre important, c'est 1,2 MW. C'est la machine la plus sobre au monde actuellement en production. Si on veut aller à un exascale, on se rapproche donc des 15 MW. Voilà le prix à payer pour ces machines, et évidemment mutualisées par l'ensemble des utilisateurs. Donc pour Adastra, c'est au niveau français. Donc je vous disais qu'il y a une évolution. On est passé de la simulation numérique sur des supercalculateurs avec tout ce qui est calcul intensif et données pour faire donc du high performance data analytics, et donc en particulier de l'IA et des IA génératives qui rattrapent donc tous les besoins actuels. Je vous montre une autre technologie moins connue, c'est tous les robots d'archivage. Ça, c'est ce qu'on a, 70 pétaoctets, pour stocker sur des supports magnétiques, donc très faible consommation, évidemment. Mais sachez qu'autour d'un rack, sur la dimension d'un rack, IBM propose aujourd'hui des technologies à 100 pétaflops, voilà, 100 pétaoctets par contre de stockage. Donc ça, c'est très important pour, évidemment, la gestion de ces données. Là, je reprends très rapidement, je prends cette photo parce qu'elle est emblématique, que le problème, ce n'est pas les sciences et les technologies et les applications, c'est les usages qu'on veut bien en faire. Voici un usage qui peut questionner quant à l'énergie consommée pour faire donc cette photographie sur les Champs-Élysées, donc le 31 décembre dernier. Voilà, donc bien penser quand même que derrière nos terminaux, il y a quand même des technologies, que ces technologies ont des impacts énergétiques énormes. Évidemment, toutes ces photos, toutes ces vidéos, elles vont dans des data centers, elles sont répliquées, dupliquées sur les réseaux sociaux, et à la fin, ça fait beaucoup d'énergie. Pour donner un chiffre, les data centers dans la consommation d'énergie de la France du numérique, donc données ADEME, ARCEP, c'est 20%, et ça progresse de 5% par an sur l'ensemble donc de notre territoire. Donc, comme ça a été dit, ça dépasse le cas de l'IA, c'est l'impact énergétique et l'impact carbone. C'est évidemment important, et qu'on a prononcé clairement les aspects remèdes et poisons. Et donc, il faut faire très attention aux usages. Et en particulier, il y a une chose qu'on sait mesurer très précisément, c'est évidemment la consommation électrique. Les bilans carbone sont très discutables sur les calculateurs parce qu'il y a besoin de données, et ces données, pour le moment, j'estime qu'elles ne sont pas très précises. Donc, je ne vais pas reprendre les chiffres puisque ça a été fait précédemment. Bon, évidemment, fabrication, utilisation, fin de vie, les impacts au niveau de la France. Vous voyez, j'ai mis 4 cartes de France, hein, c'est l'équivalent du numérique mondial sur toutes nos consommations d'énergie. Et puis, bien sûr, l'eau, les ressources. Les ressources posent des problèmes. Et quant au recyclage, sur beaucoup de technologies, c'est loin d'être au point. Voilà, donc ça, ce n'est pas propre à l'IA, c'est propre au numérique. Donc, ça a été dit, donc réguler les quantités de matériel, les durées de vie, les usages futiles, informer les consommateurs. Et donc, en ce qui nous concerne, et je vais en parler, sur le calcul, jusqu'à présent, on calculait sans se préoccuper de la consommation. Et les évolutions actuelles, c'est qu'on a quand même des super outils, des tableaux de bord, des capteurs de partout sur un calculateur comme Adastra. Et donc, on a accès à toutes les consommations par nœud, par lame, donc par application. Et aujourd'hui, donc quand je dis aujourd'hui, c'est ce qu'on propose pour le moment en test, mais on va passer à l'échelle sur les 300 nationaux, c'est qu'à la fin de calcul, on a son bilan du carbone, bon, pas très précis, mais surtout la consommation d'énergie extrêmement précise, parce qu'une machine comme Adastra, sur des langages LLM, évidemment, elle peut être entièrement mobilisée sur des applications que vous connaissez. Il y a beaucoup d'IA génératives. Et donc, à la fin, ça fait beaucoup, et il est essentiel de le mesurer par rapport à ces nouveaux usages. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on est capable d'avoir la consommation globale, les flux évidemment thermiques, et même en euros, ce que coûte la machine ramenée à son installation. Un hexaflop aujourd'hui, c'est environ 250 millions d'euros. La machine Adastra, qui a 70 pétaflops, elle a coûté 30 millions d'euros. Voilà, donc évidemment que ces équipements, il faut les mutualiser. Ils sont incontournables, mais tout le monde n'a pas besoin de faire de gros apprentissages.
Et donc, ce qui est important, c'est de voir aussi qu'on a une autre solution avec le Mésocentre à Montpellier, donc Méso-LR, où il va y avoir un calculateur Lenovo. Lenovo, c'est les anciens d'IBM, c'est très bien placé dans les calculateurs intermédiaires. Donc, on est en dessous d'un pétaflop. C'est du NVIDIA, donc c'est aussi intéressant de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est les deux constructeurs majeurs aujourd'hui avec Intel, et ils sont incontournables si on a besoin de GPU performantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mutualise, comme je vous l'ai dit, les calculs au niveau national, on optimise le refroidissement, on récupère la chaleur, on mesure précisément et on essaye d'optimiser. Évidemment, il y a des feuilles de route définies pour, d'abord, ne serait-ce que la capacité électrique dont on peut disposer, et ensuite, donc, l'optimisation à la fois sur les données, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dont la frugalité, c'est aussi les données, et sur les calculs. Voilà. Et l'évolution, pour montrer où c'est qu'on va aujourd'hui, c'est que, voilà, c'est peut-être le plus important, je n'ai pas fait de diapo, mais le HPC, c'était 100% des applications il y a encore 2 ans. L'année dernière, c'était environ 20%, et là, on va pratiquement dépasser les 80% de la communauté IA. Donc, ça montre que ça bouleverse les usages. Une machine ad Astra, eh bien, si on voit les allocations prévues pour la suite, on va atteindre des taux de 200 à 300%. Donc, ça veut dire que les machines sont saturées, et donc il y a la question de la progression. Et nous, on va expérimenter, puisqu'on est, on va dire, plutôt dédié HPE, des nouveaux composants qu'on appelle des APU, qui vont permettre d'aller, de gagner un facteur 10 sur les apprentissages, et aussi de gagner, bien sûr, sur les consommations. C'est ça qui est quand même très important. Voilà donc un schéma assez général de cette face cachée dont on ne parle pas. Alors, quels que soient les constructeurs, évidemment, il y a un point que je précise par rapport au premier exposé, il y aura peut-être des questions. Évidemment, à un moment donné, il faut se poser la question de la souveraineté. Et quand vous calculez, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, il faut penser à tout ça, y compris au Canada. Voilà, c'est aussi la question de la protection de ces données qu'on met à disposition sur ces calculateurs. Voilà, donc un Merci, aperçu Michel. du supercalcul. Merci. Merci Michel pour cette présentation et le respect du timing. Donc on prendra les questions sur Ad Astra et toutes les autres données présentées après. Et donc on va terminer avec une présentation et une petite fin interactive par Gilo. Voilà, super Gilo. Je te laisse prendre la main et allumer ton micro. C'est ça. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors, je vais tenter de tenir le timing, même si je sais qu'avec quelque chose d'interactif, je risque de faire un peu le funambule. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Gilles Malpart, président et cofondateur de Mavana. Pour faire très bref, notre rôle chez Mavana, c'est d'aider les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à identifier et à évaluer les impacts environnementaux de l'application des technologies numériques dans leurs activités opérationnelles. Et donc aujourd'hui, on est en train de faire un focus sur des technologies numériques qui sont qualifiées comme intelligence artificielle. Je vous invite à scanner, ou bien sur l'écran là, ou bien sur ma petite caméra, ce qui apparaît ici, le QR code si vous voulez participer au petit quiz qui ne va pas démarrer à la fin, mais qui va démarrer assez vite. Tout d'abord, parce que Luc a parlé de Larousse, et définition d'IA frugale, moi je souhaitais parler définition d'éco-responsabilité. Alors, pour les personnes les plus anciennes, vous allez reconnaître la personne qui est à l'écran ici. Et puis, avant que moi je vous parle d'éco-responsabilité, peut-être que vous allez me parler d'éco-responsabilité. Donc, je vais lancer la première question du petit quiz en espérant que vous êtes déjà quelques-uns à être connectés. Alors, attendez, hop, je lance. Vous voyez sur vos écrans, là, vous voyez les questions? Oui, c'est bon. Quand Yes. on est connecté depuis le téléphone, on voit bien. Allez, c'est parti. Donc, la première question, c'est l'éco-responsabilité numérique. Selon vous, c'est afficher le poids des pages web en grammes de CO2 équivalent, ou faire des choix en tenant compte des impacts environnementaux directs et indirects, ou être responsable d'équipe et venir à vélo. Bon, je vois des réponses qui arrivent assez vite. Bon, j'imagine que normalement, c'est une première question qui est assez facile. Ça va monter de manière graduelle. Par contre, ce que j'ai pas dit, c'est que la personne qui répond le plus vite a le plus de points. Et qu'on va voir ce qui se passe à la fin du quiz.
Ça m'a l'air... Ah oui, quand même, 20, ça continue encore à monter. Alors, pendant ce temps-là, du coup, je vous reparle un peu d'éco-responsabilité. Deux définitions. Responsabilité, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation faite à une personne, et là je lis mon écran, de répondre de ses actes, du fait du rôle, des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter toutes les conséquences. Écologique, bon, c'est a priori le éco qu'on entend dans éco-responsabilité, même si on pourrait entendre économie également. Écologique, c'est tout ce qui est relatif aux conditions d'existence des êtres vivants, c'est-à-dire aux relations entre les êtres vivants, humains, animaux ou végétaux, et le milieu organique ou inorganique dans lequel ils vivent. Et donc, faire preuve d'éco-responsabilité, c'est dans notre métier de concepteur de solutions numériques et notamment d'IA, c'est prendre en compte comment nos solutions vont avoir un impact sur l'environnement dans lequel on vit. C'est ce que Luc a évoqué plus tôt et Michel également de manière résumée. Et c'est savoir assumer les conséquences de ces impacts-là. Alors, je pense qu'on doit avoir des résultats. Hop, la bonne réponse, effectivement, c'était de prendre en compte les différents impacts directs et indirects. Ah, j'ai pas les résultats. Ça c'est dommage. Ah, j'en suis désolé. On va voir à la prochaine question. J'espère que le leaderboard va apparaître. On l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé de pharmacon, on a parlé du fait que c'était à la fois un poison et un remède. Ici, je parle des deux faces du numérique. C'est pas, encore une fois, c'est pas propre à l'IA. C'est que souvent, on met en œuvre du numérique pour nous aider à faire quelque chose. Et puis, cette aide vient avec ses coûts. On parle d'effets directs et d'effets indirects. Les effets directs, c'est tout ce que Luc a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact dans ce cycle de vie hors utilisation de l'extraction des matières premières, la fabrication, etc., etc. On prend souvent en compte cet effet direct lorsque l'on veut faire preuve d'éco-responsabilité, et quand j'entends parler d'IA frugale, c'est effectivement ça que j'entends, c'est la prise en compte et la réduction de tous ces effets directs sur l'environnement. Ensuite, il y a des effets indirects, qui en réalité l'impact sur tout le reste. Et qu'est-ce que ça veut dire, tout le reste? C'est l'impact du fait que l'on va utiliser notre solution numérique et d'intelligence artificielle, et que le fait d'utiliser cette solution va induire des nouveaux comportements, des nouveaux usages, ou de l'augmentation ici et là de différentes choses et différents procédés. Alors, on va arriver à une autre question, en espérant que cette fois-ci, on aura un leaderboard. La question numéro 2, qui est, alors là, c'est cette fois-ci que j'espère que vous aurez des points, l'effet rebond, qui a été évoqué par Luc tout à l'heure. Pour vous, c'est quoi? Une augmentation de consommation qui résulte d'une augmentation, ou c'est quand un téléphone tombe et qu'il revient dans nos mains, ou c'est un bond technologique qui fait un effet wow. Normalement, pareil, vous devriez pouvoir répondre assez vite. Il reste 0 secondes, et c'est effectivement la bonne réponse. C'est l'augmentation d'une consommation, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on avait en tête d'optimiser une ressource. Dans le cadre d'une intelligence artificielle, l'effet rebond, ça peut être j'utilise une IA pour m'aider à optimiser des procédés. Luc a donné quelques exemples tout à l'heure. Par exemple, je vais utiliser l'IA pour m'aider à mieux livrer des colis. Un effet rebond direct, c'est qu'en utilisant cette IA, on est plus efficace sur la livraison de colis, et donc on va pouvoir livrer plus de colis. Et donc, l'impact environnemental des déplacements du fait que l'on lit des colis va peut-être augmenter. Donc, la somme absolue de cette livraison de colis va augmenter au final. Et donc, si on prend le leaderboard, il me semble que ça va prendre en compte une seule question pour l'instant. Nous avons Homer qui est en premier. Alors, je ne sais pas qui est Homer, mais félicitations pour cette réponse. Et puis, on va voir tout à l'heure si ça change un peu. Je viens de vous parler de l'effet rebond. Derrière, il y a une chose qu'on évoque un peu moins souvent, qui s'appelle le transfert d'impact. On parle souvent de la consommation énergétique, de l'empreinte carbone, c'est rentrer un peu dans nos discussions, y compris en famille. Le transfert d'impact, c'est une notion un peu différente, qui est que quand on essaie d'optimiser à un endroit, par exemple sur la consommation électrique ou sur l'empreinte environnementale, il est probable que nous soyons en train de faire un transfert d'impact vers un autre indicateur environnemental.
Alors tout à l'heure, Luc et Michel ont parlé de quelques indicateurs. J'ai ici un tableau, je ne vais pas tous les lire, mais ce sont les indicateurs que l'on prend en considération de manière générale en Europe quand on essaie de faire une analyse cycle de vie. Et soulignés, et en gras noir ici, sont les 3 indicateurs parmi des indicateurs classiques que l'on considère en particulier pour le numérique, et a fortiori pour l'intelligence artificielle. Et puis en bas, je rajoute un 4e qui est proposé par quelques éléments normatifs. Donc c'est évidemment le dérèglement climatique ou le changement climatique, ce qu'on appelle souvent le CO2 équivalent, que vous verrez ici et là. L'épuisement des ressources abiotiques qu'a évoqué Luc tout à l'heure. Alors abiotique, c'est-à-dire non issu de la biologie. En l'occurrence, dans le numérique, on parle beaucoup de ressources minérales et métalliques. Et le besoin en eau. Besoin en eau qui est nécessaire pour la fabrication, pour l'extraction des ressources naturelles, pour les procédés de fabrication, pour parfois générer de l'électricité, et en fin de vie, pour nettoyer tous ces éléments écotoxiques. Donc pas mal d'eau qui est utilisée ici et là. Et puis une dernière ressource qui est un dernier indicateur, qui est celui qui est souvent pris en compte par les gens qui ne savent pas faire de l'empreinte environnementale, c'est de l'énergie. Je vais calculer l'énergie en kilowattheure. Là, il y a une certaine subtilité, c'est qu'on parle d'énergie primaire, c'est-à-dire pas l'énergie que l'on consomme directement en watts quand on a notre PC qui tourne, mais c'est toute l'énergie qu'il a fallu produire pour arriver à cette énergie utilisée par nos calculateurs. Et entre cette énergie produite et l'énergie utilisée par les calculateurs, il y a différentes pertes. Il y a des pertes en ligne. Alors déjà, il y a de l'efficacité de la production électrique. Ensuite, il y a des pertes en ligne lors du transfert des différents électrons dans des lignes hautes, moyennes et basse tension. Et puis ensuite, il y a la perte parfois en chaleur, on en parle souvent, de toute cette énergie. Et donc, quand on consomme 1 kWh lors d'un calcul, en réalité, c'est beaucoup plus que ça qui a été généré au niveau de la centrale électrique. Et c'est ce type d'énergie primaire, donc ce qui est généré au niveau de la centrale, que l'on tente de prendre en compte quand on fait des calculs d'empreinte environnementale, du moins quand on le fait dans le cadre normatif. Alors, prochaine question. Je vous demande de classer ces tâches de la plus énergivore à la plus frugale. Alors normalement, sur vos écrans, vous pouvez faire du drag and drop. On a différentes tâches, de la classification d'images, alors tout ça s'utilise de l'IA bien sûr, du résumé de texte, de la détection d'objets, de la classification de texte, de la génération d'images et de la génération de texte. Alors, on a des réponses qui arrivent. Pour l'instant, les répondants disent que c'est plutôt la classification d'images qui pèse le plus d'un point de vue énergétique, et la classification de texte qui serait la plus faible. Bon, on a la génération d'images qui vient de passer en première. Très bien. Je vais arrêter là, du coup, pour ne pas exposer mon timing. Et pour voir... Ah, pardon, je n'ai pas montré les bonnes réponses. Mais de toute façon, j'ai un tableau après. Est-ce que l'on garde... Ah bah, c'est toujours Robert qui est premier. J'ai eu un problème dans mon leaderboard. J'en suis tellement déçu. J'ai voulu faire un changement de dernière minute et puis c'est pas passé. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant pis. Je continue ici. Donc là, l'idée, c'est de parler un peu de transfert d'impact. On a beaucoup parlé d'énergie. Il me semble que Luc et Michel ont parlé de l'empreinte carbone qui représenterait 4 États français. Si on parle de l'eau, il est estimé par Shaolin Ray, qui est l'un des co-auteurs d'une étude scientifique qui s'appelle Making AI Less Thirsty, que d'ici à 2027, l'IA consommera dans le monde autant d'eau que la moitié du Royaume-Uni ou que 4 à 6 pays du Danemark. Et on est dans une croissance assez phénoménale de l'utilisation de l'IA et donc une croissance, pour l'instant, phénoménale de la consommation d'eau, au point qu'on en arrive à avoir quelques conflits d'usage ici et là. Et comme on est en Occitanie, on a peut-être entendu parler du mouvement en Espagne qui, si on traduit, dit ton nuage assèche ma rivière, parce qu'on a des conflits entre l'utilisation des rivières pour les populations et l'utilisation des rivières pour refroidir des centres de données. Alors maintenant, comment faire preuve d'éco-responsabilité, si on prend la définition qu'on a vue tout à l'heure, dans nos pratiques qui sont liées à l'IA. Moi, là, ça va être très personnel, j'ai une application qui est assez simple.
je me pose 3 questions. C'est pourquoi faire? Comment je vais faire? C'est-à-dire quels outils, quels modèles, etc. Et avec qui? Et on va voir un peu plus tard ce que ça veut dire avec qui. Alors, pourquoi faire? Ce sont les cas d'usage. À titre personnel, je vais plutôt utiliser de l'IA quand je suis dans une démarche qui est de préserver les ressources naturelles, préserver le vivant, réduire des déchets ou réduire des situations de handicap. Alors, situation de handicap, ça peut être tout simplement des personnes qui n'ont pas de capacité physique d'aller accéder à des services numériques, avec leurs mains par exemple. Ça peut être permanent ou temporaire. Des gens qui sont cassés les bras et qui se retrouvent face à une interface graphique et qui ne peuvent pas manipuler une souris ou un clavier. Et dans quel cas, un assistant conversationnel peut les aider à pouvoir manipuler tout ça. Je pense que si on se sort de ce cadre-là, à partir du moment où on utilise des technologies numériques au sens large et de l'IA en particulier, en réalité, on peut faire de l'IA frugale, mais on ne va pas être dans de l'éco-responsabilité, dans le sens où on va plutôt favoriser de la production supplémentaire, de l'efficacité de production ou opérationnelle qui elles-mêmes vont augmenter des impacts environnementaux. Et donc, faire preuve d'éco-responsabilité avec de l'IA, à mon sens, c'est appliquer de l'IA dans le cadre de ces 4 cas d'usage. Alors, on pourrait peut-être en ajouter un 5e qui est aider la recherche fondamentale. Comme l'a évoqué Michel tout à l'heure, c'est aussi la recherche fondamentale qui aide les autres projets. Ici, j'affiche un exemple de cas d'usage. C'est le projet mené avec Bloom par le collectif Data for Good. Si vous ne connaissez pas Data for Good, je vous invite à aller regarder ce qu'ils font. Là, l'idée, c'est de repérer les bateaux en haute mer qui font de la pêche dans des zones interdites. Et donc, l'IA leur permet d'analyser les mouvements des bateaux et de comprendre de manière assez rapide, ce qu'un humain ne pourrait pas faire en réalité, quels sont les bateaux qui ont des comportements qui font qu'on va considérer qu'ils sont en train de faire de la fraude. Et à ce moment-là, aller pouvoir appeler les différents gardes-côtes ou les différentes autorités en mer pour pouvoir pénaliser cette fraude. Allez, on retourne sur un quiz. Et j'espère que tout va bien se passer. Alors là, j'ai un leaderboard du coup. C'est Omer qui a gagné. Et j'ai atteint la fin de la présentation. Tout s'est très mal passé. C'est pas grave. On y va. Tout à l'heure, on a parlé des classifications de texte. Ici, vous avez un extrait d'une étude de l'équipe de Sarah Lucioni, qui était sortie en octobre ou novembre l'année dernière, et qui donne quelques informations. Donc, effectivement, c'était la génération d'images qui représente le plus de consommation énergétique. Encore une fois, ici, on parle d'énergie utile, alors qu'il faudrait regarder l'énergie primaire, c'est-à-dire tout ce qui a été nécessaire de faire. Et c'est un peu ce qu'évoque Luc tout à l'heure, ça a évoqué Luc tout à l'heure, la même génération d'images qui représenterait environ 3 kWh d'énergie consommée, est-ce qu'elle soit en France, au Canada ou en Pologne, ne va pas avoir le même impact sur les indicateurs des règlements climatiques. Et les opérations d'IA les plus efficaces sont la classification de texte. Donc, ma première invitation, c'est quand vous avez une tâche, n'essayez pas de faire tout le temps du LLM pour faire tout et n'importe quoi. Il y a des algorithmes qui sont, et des modèles qui sont pas mal optimisés pour telle ou telle activité. Et puis, dernier point, qui est peut-être l'un des plus importants, en parlant de LLM, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire tous les LLM pour tout et n'importe quoi. Ici, c'est un tableau qui est un extrait d'une autre étude qui montre que un modèle Finbert qui ne contient que 7 milliards de paramètres a des performances aussi équivalentes qu'un GPT-4. Alors, GPT-4, hein, pas GPT-4 Turbo, etc. Aussi équivalentes qu'un GPT-4 qui a plutôt 100 milliards de paramètres. Pardon, 100 000 milliards de paramètres. Et meilleur qu'un chat GPT basé sur GPT-3 qui en a que 175 milliards pour une activité particulière qui est l'analyse de sentiments. Donc encore une fois, j'ai une tâche, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les modèles qui sont pertinents et quelles sont les technologies qui sont pertinentes? Et dans ces technologies, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives d'outils qui me permettent d'obtenir un résultat probablement similaire, voire meilleur, sans consommer autant et en étant tout à fait pertinent? Ici, on parle de l'analyse sentiment. Ça ne veut pas dire que Finbert serait aussi bon que GPT-4 sur d'autres choses. Donc, c'est aussi ça qu'il faut pouvoir regarder. Et puis, c'est mon dernier point ici, je vous invite à aller regarder le leaderboard
de Hugging Face que je fais apparaître à l'écran normalement. Où là, vous voyez un peu, donc il y a un classement Elo, c'est une sorte de classement des meilleurs LLM, et qu'on voit que la plupart dans le top 10 sont tous des LLM propriétaires, mais qu'on a des LLM qui sont open source, qui sont assez forts, et qu'il est peut-être intéressant de regarder dans nos pratiques du quotidien, de voir si on n'a pas des LLM, en parlant de souveraineté, qui nous permettent de faire nos différentes activités à moindre coût et à moindre frais. Voilà pour moi. Je pense que j'ai un peu explosé mon timing. Oui, mais J'en bon, suis... il y avait tout le quiz, donc c'est normal. Ouais, tout à fait. Merci Gilo pour ton intervention. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre des questions s'il y en a. Je crois que la réponse à Data IA et éco-responsabilité, est-ce compatible? On a une réponse oui, mais. Euh, Est-ce que vous avez certaines questions Moi, par rapport à elle? Vas-y. j'en ai une. J'en ai une pour principalement Gilou. Alors après, peut-être que d'autres peuvent me répondre. Est-ce qu'il existe des matrices? Parce qu'en fait, là, on parlait beaucoup des usages et tu disais, voilà, selon les usages, il faut choisir la bonne techno quelque part. Est-ce qu'il y a des matrices permettant de choisir la bonne LLM ou la bonne techno en fonction des usages qu'on a ciblés et de se dire, tiens, celle-ci est la plus frugale ou la plus... Euh, à ma connaissance, pas de matrice facilement exploitable, mais il y a quand même pas mal de papiers de recherche qui ont les éléments en tête, et notamment les papiers de recherche dont j'ai extrait les informations ici. Tu vois, il y avait génération de texte, etc., pour comment dire, les activités. Et ensuite, sur les LLM, dans Hugging Face, il y a pas mal de choses. Cela dit, c'est une bonne question intéressante. Ça peut valoir le coup que la Factory Data IA se penche un peu sur le sujet pour pouvoir proposer une ressource qui soit utilisable facilement. Et avec, si, avec la vôtre, de facto. voilà, exactement. J'allais dire, et s'il y a besoin d'aide, bien sûr, on peut vous aider à regarder un peu ça. Merci. Merci pour la réponse, Bonjour, Gilles. bonjour Karim de Souris. J'avais une question. En gros, les usages de l'IA rentrent dans des démarches de productivité, hein, d'usage. Et comme on l'a vu, 79% de l'impact est lié à l'usage. Est-ce qu'on a fait des benchmarks de type d'usage, notamment autour de l'IA générative? On pense souvent à ChatGPT, mais il va y avoir le raz-de-marée copilote associé à M365 qui va arriver sur voilà, un comportement d'usage, on va dire. Prenons un exemple, je dois faire un exec summary sur un PowerPoint, ça va me prendre 5 heures. J'utilise OpenAI ou Copilot, pardon, Copilot, et potentiellement, effectivement, je vais peut-être le faire en 1 heure, mais d'avoir l'éco-impact, on va dire, entre un usage de 5 heures sur le poste de travail et un usage de 1 heure sur ce même poste de travail, mais sur une application différente pour un même résultat. C'est encore un peu tôt, en effet, comme tu l'as dit, hein, Copilot, là, c'est sorti, ça commence à s'étendre que depuis peu, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de données, déjà, rien que sur la classification des usages. Mais en effet, l'étape suivante, ce sera bah, pour chaque usage, en effet, à faire cet équivalent, comme tu disais, sur l'empreinte que ça peut avoir. Ça sera en effet intéressant. Ça doit passer en effet par la fameuse éducation dont on parlait tout à l'heure, hein. Quand on déploie Copilot, il faut en effet sensibiliser au fait que bah, c'est pas comme faire une requête sur Google, par exemple, hein. Ça prend quand même beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Ouais. Donc, Michel Robert, je peux donner un exemple. Euh, Effectivement, on parle des LLM, mais il faut regarder ce qu'on faisait il y a 1 an ou 2 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y en a des dizaines maintenant. Je peux citer un exemple puisqu'on est en train de le tester. C'est donc une application qui s'appelle le Croissant, hein, comme un croissant, qui fait de la traduction automatique de langue. Eh bien, soyons clairs, ils ont des résultats identiques à des gros LLM. Donc, vraiment, c'est du SLM, c'est tout petit. Ça peut être même embarqué, je veux dire, sur des téléphones, sur des postes. Voilà, donc on sent bien que pour le moment, c'est trop tôt pour avoir des retours sur. Mais c'est évident que tout ce qui se passe sur les calculs dépend fortement des classes d'application, mais qu'on voit effectivement fleurir énormément de petites matrices avec des résultats assez intéressants. Et donc, ça va être toute l'évolution à venir actuellement. Voilà, donc c'est évidemment, et tout ça, ça se chiffre en énergie consommée pour atteindre un résultat donné.
Bon, ensuite, peut-être si on travaille sur une matrice, il y a quand même des ordres de grandeur. Alors moi, je les ai en tête, mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. De manière générale, passer 5 heures sur un ordinateur portable qui consomme 60 watts, ça veut dire 300 Wh sur 5 heures. Dans le tableau que j'ai montré tout à l'heure, résumer un texte, alors après, il faut voir la taille des textes, etc., c'est environ 60 Wh. Donc, il y a un moment où euh, assez facilement, avec des ordres de grandeur, on va pouvoir regarder un peu est-ce que c'est intéressant ou pas. Moi, par contre, je me situe sur un autre point de vue qui est euh, utiliser une IA pour résumer plus vite que moi-même, peut-être, mais pourquoi? Enfin, et pourquoi faire? Qu'est-ce que j'y gagne? Et quand je dis ça, et je le dis souvent aux développeurs qui utilisent Copilot ou autre pour coder plus vite, etc. C'est d'accord, mais si enfin, ton métier c'est de coder, ok, tu aimes ça. Pourquoi est-ce que tu fais du code? Est-ce que tu ferais faire à une IA de faire le truc que tu aimes? Et souvent on me dit c'est pour gagner en productivité. Ok, pourquoi? Et souvent le codeur se dit bah parce que derrière je peux faire d'autres choses, etc. Et moi je me situe d'un point de vue, si je prends l'éco-responsabilité, je me situe plutôt un peu plus haut en me disant on essaie de gagner beaucoup de temps qui fait gagner la productivité, qui nous permet de produire plus et donc d'impacter plus l'environnement. Et pour autant, on ne gagne pas plus de temps de vie. Et donc, idéalement, il faudrait qu'on puisse gagner du temps de vie. En fait, si on est plus efficace, c'est pour pouvoir aller passer plus de temps avec sa famille, pouvoir aller faire du vélo, pouvoir aller faire du sport, etc. Et enfin, moi, mes choix au quotidien, c'est beaucoup ça, hein. Et parfois, je prends juste du temps à résumer moi-même le texte parce que je sais le faire, même si l'IA aurait pu le faire en une demi-seconde. Je peux compléter. Effectivement, on a un point où il y a des technologies, voilà, c'est redoutable. Donc, il y a des menaces, c'est ce qu'on discute, mais énormément d'opportunités. Je veux dire, c'est quand même incroyable en termes dans cette période. Voilà, on n'a pas parlé de la santé, mais évidemment, il y a des enjeux énormes pour les IA génératives dans le domaine de la santé. Je pense au CHU de Montpellier. Donc, on a des projets dans ce contexte. Mais effectivement, il y a deux intersections qu'on n'a pas discutées. La première, c'est avec les normalisations européennes et autres qui font que de toute façon, voilà, normalement, ça devrait se réguler. Donc, c'est jamais simple. Mais voilà, il y a des enjeux aussi de souveraineté dans le monde dans lequel on est. Donc, c'est important de penser quand même à tout ce qui passe au travers des flux Internet et autres. Et en même temps, donc, il y a, je dirais, la nécessité de se poser des questions sur les interactions SHS. Je vous cite un exemple. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On aurait pu faire la même visioconférence, donc qui est magnifiquement réussi, je trouve, parce que c'est bravo hein, aux organisateurs. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi. C'est la façon de les présenter. Mais enfin, on aurait pu faire la même conférence avec 30 personnes qui parlent 30 langues différentes aujourd'hui et en temps réel, donc avoir des traductions automatiques. Ça, on l'a testé, effectivement, c'est assez bluffant par rapport à l'usage. La question que je me suis posée, imaginons actuellement que ce soit dans les universités, les écoles qu'on ait ces technologies, ben, c'est pas aussi simple. L'impact SHS des nouveaux usages, je suis désolé, la langue, c'est aussi la culture, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, pour montrer que, voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudra avoir du recul sur notre façon d'imaginer ces usages, aussi bien dans leur sobriété, c'est le but du jeu aujourd'hui, mais que dans les impacts sociétaux. Je veux dire, dans les maternelles, si on voulait être à pointe il y a quelques années, il fallait du tout numérique, des tablettes pour tous les gamins. Voilà, aujourd'hui, on y revient pédagogiquement pour diverses raisons. Voilà. Merci. Emmanuel, avant de te donner la parole, on avait une petite question dans le chat que je vais faire la voix. Comment et par qui le sujet de l'impact de l'IA sur le RGPD est-il traité aujourd'hui par Aurélie? Je ne sais pas si Aurélie, tu veux allumer le micro pour préciser ta question. Et si un des intervenants a une réponse. Là, bonjour. Oui, je m'interrogeais parce qu'effectivement, l'IA pose plein de questions, offre plein de perspectives, mais aussi bien sûr son lot d'inquiétudes qui va avec, et puis tout ce qu'on a dit avant par rapport aux effets rebonds. Mais je voulais savoir comment aujourd'hui, enfin je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, mais en savoir un petit peu plus justement sur le lien entre l'IA et RGPD, comment aujourd'hui c'est comment dire, qui prend en charge ce sujet-là? Est-ce qu'il y a déjà des discussions au niveau européen, par exemple, ou
Parce qu'effectivement, ça pose question, cet ensemble de données, et même aussi, par exemple, sur la façon aujourd'hui d'utiliser l'IA. Si, par exemple, dans mon quotidien, je veux l'utiliser, admettons que je veux utiliser GPT, dans mon quotidien professionnel pour m'aider à rédiger un mail, par exemple. Il y a aussi, comment dire, de la même manière, une façon de l'utiliser. C'est-à-dire, si effectivement, je veux pas que certaines informations soient générées et soient avalées finalement par cette gigantesque machine, faire attention aussi à la façon dont on l'utilise. Donc, est-ce qu'il y a aussi des réflexions justement sur cette utilisation globale, comment on utilise l'IA dans son quotidien métier, par exemple, pour éviter de faire fuir finalement des données aussi qui aujourd'hui justement sont protégées, quoi. Je peux commencer à répondre. Euh, donc, très rapidement, je vous ai cité l'exemple d'une expérimentation sur les traductions automatiques de langue en temps réel. Évidemment, là, on a récupéré de l'open source et on l'a complètement cloisonné à l'échelle locale. Il est évident que ChatGPT, on prend cet exemple, ça a été le plus médiatisé. Vous pouvez imaginer que des groupes industriels qui travaillent sur des sujets extrêmement sensibles, évidemment, limitent ou n'autorisent pas ces outils dans le contexte où ils sont. Pour la régulation européenne, effectivement, amènera à plus de transparence, d'éthique sur tous ces sujets. Donc tout ça, évidemment, il faudra le mettre en application. Il y a quand même pas mal de lois en France maintenant qui complètent la RGPD et au niveau européen, l'IA Act. Donc, vraiment, il faut faire attention. Et moi, personnellement, je pense que voilà, il va y avoir un moment où les consommateurs devront être mieux informés, effectivement, parce que pour le moment, les gens s'amusent, de manière sérieuse ou pas, avec ces technologies. Donc, savoir où vont mes données. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez entendu l'actualité sur les 30 millions de Français qui se sont fait peut-être aspirer une partie de leurs données médicales. Voilà, ça montre que c'est que le début de grosses difficultés. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'un centre de calcul comme le nôtre, les données de santé, c'est extrêmement surveillé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut des qualifications, il faut voilà. Donc effectivement, le monde dans lequel on va être à la fois de mieux informer les consommateurs. Et quand je dis mieux informer, c'est aussi sur eh bien si j'achète un outil, je dirais ça doit être comme des vêtements. On doit avoir ou de l'alimentation, un étiquetage qui montre un petit peu tout ça finalement qu'est-ce que ça a coûté par rapport aux enjeux de frugalité. Voilà, donc je crois que ces informations-là, surtout les échelles, je veux dire, nous, je vous ai parlé de pétaflop et d'hexaflop pour le calcul. Pour les données, on est au niveau zeta, c'est-à-dire 10 puissance 21. Voilà, je veux dire, tout ça donc mérite du recul, effectivement, et l'information des consommateurs, des utilisateurs, en tout cas, ne pas être naïfs sur ces sujets. Magali, tu avais un ajout là-dessus? Ah, Oui, oui, oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Ah ben non. Oui, peut-être Ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que il faut pas croire que que l'IA n'est pas considérée dans le RGPD. Il faut pas mettre de côté ou séparer la partie data et la partie On t'entend très mal, Magali, ça coupe beaucoup. intelligence artificielle. Alors, peut-être, vu qu'on n'entend pas, juste pour préciser, oui, effectivement, il y a l'article 70 du RGPD qui donne autorité à la Commission européenne de travailler sur ces sujets-là. Et il y a eu un groupe dont j'ai oublié le nom, Plusieurs mais fois, donc, ce nouveau règlement européen, il y a des zones en fait de convergence, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est couvert, ce sera couvert cette partie, quoi qu'il en soit, entre les données, le RGPD et l'AI Act. Et la partie intelligence artificielle est beaucoup plus large. Donc, elle sera de toute façon considérée. La première étape, surtout, elle est considérée par rapport à la partie responsabilité. Donc, la question que Aurélie a posée, elle pose finalement les jalons de la responsabilité de chacun, que ce soit les développeurs d'être plus transparents, les concepteurs, tout le monde en fait dans cette chaîne de vie de la donnée. Et elle va, quoi qu'il en soit, de toute façon, poser aussi les jalons d'une transparence réglementaire, d'une transparence documentaire. Et on parle aussi de bac à sable. Alors, on n'a pas trop parlé de la notion de bac à sable, mais l'idée aussi, c'est d'avoir des espaces souverains, sécurisés, pour pouvoir entraîner nos algorithmes. Donc, toutes ces parties-là, j'entends qu'il y a beaucoup d'angoisse.
La première réponse, quoi qu'il en soit, ça va être l'information. Ça va être vraiment former et informer l'ensemble des personnes qui traiteront de près ou de loin cette donnée. Et ensuite, la réglementation est vraiment là justement pour apporter un cadre réglementaire et rassurant. Je ne sais pas si ça donne plus d'éléments pour Aurélie. Et voilà. Gilot, tu voulais compléter? Parce que donc, Oui. Magali, ça a un peu coupé. Je ne sais pas si tu nous entends, mais ça, on n'a pas tout entendu. Ouais, c'était juste pour dire qu'effectivement, il y a le Comité européen de la protection de données qui a été saisi l'année dernière, qui a créé un groupe de travail dédié aux réflexions sur les agents conversationnels. Alors, encore une fois, on parle d'IA, là, on parle souvent de ChatGPT et d'agents conversationnels. Il y a beaucoup de types d'IA, hein. Une interpolation linéaire, on peut considérer que c'est de l'IA. Donc, je pense qu'à chaque fois, il faut qu'on considère un peu, en particulier, là, on vise les LLM hein, quand on parle de ça. Marie, tu as un complément peut-être? Oui, alors moi je suis la juriste de la bande, donc sur l'intelligence artificielle, les juristes pour le coup ils s'excitent beaucoup plus sur des problématiques de droit d'auteur et de respect des droits des auteurs lorsque Oui. des contenus sont traités par l'intelligence artificielle. Sur le RGPD, effectivement, il y a des choses qui bougent. Il y a la CNIL qui a donné des fiches pratiques en octobre et novembre dernier sur le traitement des données à caractère personnel par le RGPD, mais pour moi, enfin, le RGPD est quand même un document qui est déjà assez complet et qui est applicable en l'état à l'intelligence artificielle, qui n'est qu'un outil. Donc, je suis pas sûre que il faille à nouveau légiférer sur le sujet pour adapter le RGPD à ces nouvelles technologies. C'est Marie. Voilà. Emmanuel, tu veux continuer avec une autre question peut-être? Alors, je voulais Pour juste le complément. réagir avec des chiffres qui ont été communiqués ce matin lors des instants de l'INR. L'Agence internationale de l'énergie a communiqué les chiffres sur la consommation des data centers. Donc, les derniers chiffres qu'on avait sur l'impact du numérique dans le monde, on considérait que 10% de l'électricité mondiale était pour le secteur du numérique au sens large. Parmi ces 10%, 1% pour les data centers, donc 200 TWh dans les années 2017-2018. 2022, on est à 400 TWh pour les data centers. Et les prévisions de l'IAE à horizon 2026, c'est qu'on dépasserait les 800 TWh. Donc, quand même, pour donner un petit peu la croissance qui est. Alors, jusqu'ici, ça a été un sujet qui était très à la mode en 2010 de s'inquiéter de la conso des data centers. Et puis finalement, c'était passé à peu près en stagnant. La conso n'augmentait pas parce qu'il y a eu des progrès techniques, il y a eu des gros effets sur la virtualisation, la loi de Moore a joué. Mais on voit que ces progrès techniques, en fait, ils sont en train d'arriver en butée technologique. Voilà. On a virtualisé, on est à 80% de virtualisation. Maintenant, les 20% qui manquent, ce n'est pas ça qui va changer. Donc la question de l'empreinte, elle va devenir prépondérante. Et des vieilles questions qu'on avait oubliées vont revenir. Et puis après, je voulais réagir quand même sur l'approche de dire je vais au Canada, du coup j'ai beaucoup moins d'impact. Ça, c'est vrai sur le mix électrique. Il y a un ratio fort sur le mix électrique. Ça n'est pas vrai en analyse cycle de vie. Et aujourd'hui, quand on fait du cloud computing, j'ai envie de dire que le cloud des GAFAM, il n'y a rien en termes d'empreinte environnementale qui soit aussi nébuleux que le cloud des GAFAM, si ce n'est le réseau qui nous y connecte. Parce qu'on n'a aucune transparence sur l'impact que je vais avoir d'un point de vue réseau sur ma communication entre la France et le Canada. Donc, croire qu'en transférant sur un mix électrique, ça va suffire, ça suffira certainement pas. Je pourrais compléter, donc Michel Robert à nouveau. Effectivement, il faut chaque fois bien analyser tous ces paramètres parce que ça a été une question tout à l'heure dans le chat sur ce qui est local et ce qui est global. Et effectivement, on voit que toutes les données, je parle grand public, vont plutôt vers l'extérieur de la France sur des data centers que dans l'autre sens. Et à partir de là, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on mesure quand on parle de la France dans ces questions de local et de global. Voilà, donc les technologies, certes, évoluent, mais les façons de mesure ne sont pas simples. Je vous donne un exemple le plus important. L'eau, évidemment, c'est crucial. C'est crucial dans beaucoup de pays. Mais on parle de la fabrication pour l'eau, essentiellement. Et cette fabrication, elle n'est pas faite en France. Donc on dit que c'est une consommation d'eau, c'est des équivalences. Et malheureusement, je vais citer, voilà, il y a des pays qui manquent d'eau, mais je vais prendre l'exemple phare. C'était il y a 2 ans, en plein été, Taïwan, qui est l'usine de fabrication, pour le moment, des composants les plus stratégiques et les plus avancés, manquait d'eau. Donc ils amenaient de l'eau en bateau.
Et tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on est tributaire de technologies, de lieux de fabrication et d'assemblage qui effectivement, eh bien, je dirais, subissent aussi gravement ces difficultés. Quand il y a eu des pénuries sur l'énergie l'hiver dernier, bon, on s'est posé question de chauffage de piscine. Je pense que ça se reproduirait. Peut-être que la société dirait, mais attendez, là, vous ne voulez pas chauffer la piscine du quartier alors qu'il y a un gros data center qui est une boîte noire et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et vous nous dites qu'on consomme beaucoup d'énergie. On sait que sur Paris, c'est carrément saturé. Voilà, on ne peut plus faire n'importe quoi actuellement pour des raisons énergétiques. Voilà quelques données pour compléter. Je crois que Luc, tu voulais réagir Ouais. aussi? Non, non, c'est bon, c'est juste par rapport Ah. au Canada, c'est juste sur le cycle d'apprentissage. Enfin, en effet, on se connecte au Canada, ça, il y a un délai de latence notamment, mais on n'est pas continuellement connecté sur le serveur pendant le cycle d'apprentissage. Donc, il y a vraiment des ratios différents entre je me connecte et je laisse tourner la machine après pendant le cycle d'apprentissage. Juste pour Un conforter les détail. chiffres des deux intervenants, il faut savoir, parce qu'on parlait de GAFAM, Microsoft délivre un bilan environnemental chaque année. Et en 2022, en fait, ils avaient fourni un bilan environnemental dans lequel, effectivement, on avait constaté une croissance de 34% en un an de la consommation d'eau pour atteindre 6 milliards de litres. Et en fait, c'était lié effectivement à la construction de leur data center en vue de copilote. Donc, ça donne effectivement en fait, une image de les conséquences. Ça représente 2500 piscines olympiques, les conséquences effectivement environnementales de la construction d'un data center lié à l'IA, en fait. Merci Karim pour ces infos précises. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Peut-être juste partager le point de vue de Gilles sur le fait qu'une technologie réussie, c'est celle qui nous laisserait plus de temps, et la nécessité d'avoir de nouveaux imaginaires. Parce que clairement, on constate que avoir la plus grosse puissance de calculateur, avoir la plus grosse puissance le plus gros stockage chiffré en zeta, etc., on ne se pose pas la question sur ces états de données, combien sont réellement utilisés et à quelle fin. Donc, redonner du sens à tout ça, ça me paraît fondamental. Et donc, oui, retravailler sur les imaginaires pour se dire, est-ce que ça, c'est réellement un progrès? Oui, c'est de l'innovation, oui, c'est de la technique. Est-ce que ça rend plus heureux? Je pourrais répondre à Michel Robert. D'abord à des gens comme Michel Serres, qui ont eu de beaux écrits du style c'est les technologies numériques nous rapprochent du lointain, mais nous éloignent du proche. Voilà, il n'y a qu'à voir nos comportements devant les écrans, dans les trains ou autres. Voilà, donc ça, c'est effectivement les enjeux autour du numérique, mais aussi, je crois que voilà, chacun doit être responsable. Je vais prendre l'exemple le plus simple, nos smartphones, nos appareils photo, nos vidéos. On a parlé tout à l'heure des images génération, ne parlons pas des vidéos. C'est bien joli, mais enfin, comme tout est automatisé dans des clouds, vous prenez, au lieu de faire une photo, vous en faites des dizaines. Elles sont répétées dans plusieurs data centers, de l'Amazon à Apple et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ensuite, elles sont encore redupliquées sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est aussi que chacun doit prendre conscience, effectivement, qu'on a des technologies, qu'elles ne sont pas bridées, c'est aussi ça la régulation, et que, voilà, donc il y a même des initiatives de nettoyage de poubelles maintenant qui se font de plus en plus pour justement nettoyer ces données, elles ont un coût. En même temps, se pose la question, c'est une autre activité comme Enocines, on archive des documents numériques sur pérennes, c'est-à-dire plusieurs décennies, avec les formats qui évoluent. Par exemple, toutes les thèses de France sont numérisées, passent par le CINES. C'est qu'est-ce qui sera la mémoire numérique des 25 dernières années? C'est quand même un des sujets sur lesquels c'est certainement allé trop vite. On n'a pas pris le recul qu'il fallait. Maintenant, évidemment, tout ça évolue. Il y a de nouvelles normes, de nouveaux protocoles. Mais voilà, ça va de nos données personnelles, simples, comme des photos, jusqu'à effectivement les masses de données qu'on manipule. Chaque fois qu'on fait un apprentissage, nous, je veux dire, c'est un petit peu ouvrir les tuyaux pour absorber toutes les images, tout ce qu'il faut. Et c'est un peu délirant. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'il faut se poser aussi la question de notre responsabilité dans ce qu'il faut évacuer, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut pérenniser. Eh bien, merci. Je crois que ça fait un beau mot de la fin. S'il n'y a pas d'autres
D'autres questions? Donc, écoutez, On peut peut-être donner le prochain rendez-vous, du coup, Mathilde. absolument, absolument. Est-ce que Gilo, tu veux dire un mot sur ce qui se passe demain, même si Fanny a mis un petit mot dans le chat sur le webinaire en 2 minutes? Oui, tout à fait. Donc demain à 11h30, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui. On a un nouveau webinaire où là, je serai le seul intervenant, semble-t-il, pour vous parler de l'initiative des collèges, qui est un programme que l'on a mis en œuvre pour accompagner les PME de l'économie numérique en Occitanie, qui souhaiteraient établir leur premier bilan carbone et qui vont le faire en rejoignant ce programme de manière synchrone avec d'autres entreprises. Et donc, ça va être un bilan carbone accompagné sur un temps relativement court, c'est-à-dire en 4 mois, avec différents temps d'échange toutes les 2 ou 3 semaines pour établir le bilan carbone ensemble, réfléchir ensemble à différentes problématiques de comment on calcule l'impact environnemental de son matériel électronique, par exemple, que l'on achète ou que l'on conçoit, comment établir des pistes de réduction d'empreinte carbone, qui sont des réflexions qui, somme toute, en fait, sont assez partagées par les différents acteurs du secteur, notamment quand ils sont d'un même territoire, parce qu'ils vont utiliser ce qu'on appelle les mêmes facteurs d'émission, c'est-à-dire l'intensité carbone de leurs usages, les déplacements, l'électricité, etc., etc. On lance ça demain, demain, on a un webinaire qui va durer 1 heure pour vous parler de tout ça. Et pour le teasing, c'est un peu, l'idée, c'est de mettre ensemble des cohortes, une première cohorte entre 6 et 10 entreprises. Chaque entreprise pourra nommer une personne ou 2 personnes référentes qui vont être formées et qui vont pouvoir piloter le bilan carbone pour le compte de l'entreprise avec un accompagnement dédié de Mavana pour chacune des entreprises et un outil logiciel qu'on inclut dans le programme, donc qui sera sans coût supplémentaire pour l'entreprise, qui est le logiciel de TechR. Et le coût du bilan carbone est drastiquement diminué parce que c'est un coût qui est estimé à environ 10 000 euros, qui est financé pour partie par l'ADEME via BPI-France et par Mavana, qui revient à un coût facial pour l'entreprise de 3 000 euros. Donc 30% du coût. Je pense que c'est quelque chose qui est bon à prendre, surtout qu'on peut se permettre de faire ça tant que ce n'est pas encore obligatoire pour ces PME. Alors, par contre, si vous êtes une ETI qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui avait plus de 500 salariés, le programme n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous êtes quand même intéressé pour faire un bilan carbone, on peut quand même en discuter. Voilà, voilà. Voilà pour le prochain rendez-vous lié à ces sujets de RSE et de bilan carbone. Et pour la Factory Usage Data IA, donc on se retrouve le 23 avril pour parler de la valorisation de la donnée dans les démarches RSE. Donc on est toujours sur le même horaire, 12, 13, 30. Et puis ensuite, ce sera en juin pour l'éthique des algorithmes. Mais je saurai vous redonner l'info en temps voulu. Merci à tous et puis j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une belle après-midi et une bonne fin de semaine.